Marine Sroussi va nous présenter maintenant un cas intéressant de toxicité cutanée sous pemetrexed. Alors, bon, du coup, je vais vous parler d'un patient qui avait présenté une toxidermie au décours d'un rechallenge avec du pemetrexed. Il s'agissait d'un patient d'une cinquantaine d'années au diagnostic, à qui on avait diagnostiqué en juillet 2013 un adénocarcinome pulmonaire qui était métastatique d'emblée, et il n'y avait pas de diagnostic d'anomalie moléculaire retrouvée. Donc ça, c'était son scanner au diagnostic, je vais passer vite. Alors, en première ligne, il a reçu une chimiothérapie par cisplatine plus pemetrexed qui a entraîné une réponse quasi complète, qui était très bien tolérée. Il n'y a eu aucune toxicité, aucune cure de chimiothérapie qui a été décalée. Ce traitement a été suivi par un entretien avec du pemetrexed et du bevacizumab, mais le patient a progressé après 3 cycles. Après la progression, il a reçu donc une deuxième ligne avec du docetaxel. Il a eu 6 cycles qui ont permis une réponse partielle, puis il a de nouveau progressé au niveau ganglionnaire. Et à ce moment-là, il a eu une nouvelle biopsie qui a retrouvé une amplification de MET. Donc ensuite, il reçoit une nouvelle chimiothérapie par gemcitabine et vinorelbine. Il reçoit 4 cycles qui sont marqués par une toxicité hématologique de grade 2 qui nécessite le report d'une cure d'une dizaine de jours et qui permettent une stabilisation de la maladie. Ensuite, il reçoit une chimiothérapie par paclitaxel hebdomadaire associée à une radiothérapie cérébrale, puisque là, il devient symptomatique sur ses métastases cérébrales. Le traitement est globalement bien toléré avec une stabilisation de la maladie. Ensuite, après progression, il est inclus dans le programme accès crizotinib, parce que le programme est amendé et permet d'inclure les patients qui ont des lésions cérébrales. Il reçoit 8 cycles qui permettent une réponse partielle de la maladie, et la tolérance est marquée par une photosensibilité plus ou moins photoallergie de grade 2 qui a été prise en charge en dermatologie et documentée en pharmacovigilance, qui n'avait pas contre-indiqué la reprise du traitement. Donc ensuite, il progresse en juillet 2015 au niveau ganglionnaire sous-diaphragmatique. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de le rechallenger avec du pemetrexed à dose standard, avec une prémédication plutôt classique. À ce moment-là, il est PS entre 1 et 2, avec une fonction rénale stable, avec un DFG autour de 50 millilitres-minutes. 6 jours après la première perfusion, il présente une fièvre avec des symptômes respiratoires, une diarrhée de grade 2 et un érythème qui touche les flancs et sa cuisse droite. Il va consulter avec ces symptômes aux urgences 2 jours plus tard. On va d'abord évoquer une infection respiratoire basse ou une cellulite. Le bilan initial va retrouver une pancytopénie relativement profonde avec une élévation franche de la CRP, une petite dégradation de sa fonction rénale, et le bilan microbiologique pratiqué va s'avérer négatif. Donc ça, c'était la radio aux urgences, je vais passer vite. Là, c'est le scanner qui a été pratiqué aux urgences à la recherche d'un foyer infectieux profonde. Il n'y avait notamment pas d'infiltration des parties molles. Par contre, on retrouve la masse ganglionnaire sous-diaphragmatique qui a été décrit déjà au mois de juillet avec un retentissement sur son rein droit. Donc la prise en charge initiale va consister en une hospitalisation pour isolement plus une antibiothérapie. 4 jours après les antibiotiques, le patient est apyrétique, il n'y a plus de symptômes pulmonaires, une diminution du syndrome inflammatoire. Par contre, l'éruption cutanée s'aggrave, devient de plus en plus douloureuse, inflammatoire, avec des œdèmes des membres inférieurs qui se majorent. Et l'éruption, là, touche les 2 cuisses, l'ombilic, le dos, les flancs et le pubis. Donc là, il y a quelques photos, je ne sais pas si ça se voit très bien. Avec ces symptômes, on va prendre l'avis des dermatologues, et on va pratiquer un nouveau bilan biologique qui va retrouver une hyperéosinophilie à 4 Giga par litre, avec une élévation franche de la ferritine, une petite cytolyse et une cryoglobuline de type 3 qui n'avait jamais été décrite avant, avec une sérologie VHC qui était négative. Là-dessus, on évoque toujours les résipels qui seraient résistants à l'antibiothérapie de première intention,
un syndrome d'activation macrophagique, une dermatite paranéoplasique, une cryoglobuline ou une toxidermie. Par argument de fréquence, on va plutôt évoquer la toxidermie en première intention. Et quand on regarde un peu les traitements qui ont été introduits chez le patient récemment, le pémétrexède semble quand même le plus probable de par la chronologie et de la toxicité qu'on connaît. Donc il va y avoir une biopsie cutanée qui va retrouver des remaniements lichénoïdes avec une altération de la membrane basale. Au niveau du derme, il y a une infiltration péricapillaire qui est faite de lymphocytes et d'éosinophiles. Il n'y a pas d'œdème, il n'y a pas d'image de vascularite et les anatomopathogistes concluent à une toxidermie, plus ou moins une toxiallergie. On va débuter une corticothérapie à 0,3 mg kg, donc ça lui fait à peu près 20 mg par jour. Voilà. 2 jours après le début du traitement, les lésions sont moins douloureuses, moins inflammatoires, il y a une diminution de l'hyperéosinophilie. On ne retrouve plus la cryoglobuline, donc on ne sait pas bien si c'était juste un événement intercurrent ou ce qui s'est passé. 10 jours après les corticoïdes, il n'y a plus d'éruption. Le bilan biologique continue de rentrer dans l'ordre. Et donc là, on arrête le traitement à dose de 20 mg par jour et puis on débute la décroissance. Et après discussion, on contre-indique définitivement le pémétrexède. Alors là, c'était juste un cas qui a été publié en 2011 qui rapportait le cas d'une patiente de 36 ans qui avait présenté des symptômes à peu près similaires 2 jours après l'introduction du pémétrexède. De la même façon, il y avait un diagnostic d'érysipèle qui avait été évoqué, qui résistait aux antibiotiques. Et finalement, une biopsie cutanée avait été pratiquée qui retrouvait des anomalies à peu près similaires. Et cette patiente a été traitée par antihistaminique et dermocorticoïdes. Et les lésions ont disparu en 2 jours, alors que ça faisait 3 semaines qu'elle présentait cette éruption. Et donc pour conclure, on s'est retrouvé devant un patient qui a fait une toxicité cutanée de grade 3 avec une toxicité hématologique de grade 4 très précocement après seulement un cycle, alors qu'il avait une prémédication correcte et qu'il n'avait eu aucune toxicité en première ligne de chimiothérapie. Voilà. I'll just make a quick comment. Je vais juste faire un bref commentaire. J'ai un cas similaire de patient qui a supporté 5 cycles de pémétrexte sans toxicité et une femme de 44 ans. Cette femme, pardon, a 44 ans et au 6e cycle, elle a montré un haut niveau de toxicité avec des réactions cutanées, une perte de cheveux, des problèmes d'estomac. Tout ceci a eu lieu alors qu'il y avait une corticothérapie. Donc, est-ce que c'était ça la cause ou pas? Je ne sais pas. Bien sûr, on n'a jamais réessayé avec on n'a jamais réessayé ce traitement. Il n'y a pas eu de hiatus. Mais je ne peux pas vraiment commenter ce mécanisme. La seule chose que je peux dire, c'est qu'on a eu à peu près les mêmes conclusions. Votre cas montre les changements de phase dans les cancers du poumon, comment certains peuvent subir de thérapies multiples. Avant, on avait juste une ligne thérapeutique. Là, on a l'impression que ceci est choisi que ces thérapies sont choisies pour amplifier leur effet. La toxicité cutanée est rare, mais bon, on peut la constater. Moi, j'ai des patients qui sont en thérapie depuis 3 ans avec cet agent et qui n'ont pas ce type de problème, qui s'en sortent bien. Bien sûr, il y a des implications de coûts. Je voudrais vraiment vous féliciter pour ce cas clinique extrêmement intéressant, comme une histoire horrifiante. Là, on a l'impression d'avoir des vascularités vers l'infini.
hein. On voit ces images, presque on réagit. Deuxième chose, pardon, les pathologies de la peau sont liées aux leucocytes. On a une réaction du corps. Ceci signifie que les lymphocytes infiltrent la peau et créent l'inflammation. C'est un aspect extrêmement intéressant. Je ne sais pas ce qui provoque ça au départ. Je voudrais dire que lorsque j'étais étudiant, dans mon hôpital, on avait des corticoïdes. On traitait des personnes qui avaient les pieds plats. Hein, donc là, le mécanisme est obscur. Hein, donc c'est comme il y a tant d'années, hein, on a un mécanisme, même si on n'a pas saisi tous les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas sûre que j'ai tout bien saisi. La question que je vous pose, la pensatopénie, est-ce que ceci a à voir avec la toxicité dont vous êtes traité, ou vous pensez que c'est un autre effet? Parce que vous en avez mentionné 4. Donc, En sepsis relativement sévère quand il arrive aux urgences, parce que ça a un peu contribué à prise de sang, parce que la neutropénie est rapidement résolutive. 4 jours après, il n'est plus neutropénique. Par contre, il continue de chuter ses plaquettes et de chuter ses lymphos. Donc on n'a pas bien étiqueté quelles anomalies étaient rapportées à quel événement. Mais après, 2 semaines après les corticoïdes, il avait une numération qui était strictement normale. Et vous ne pensez pas qu'il y avait une composante auto-immune dans la pancytopénie? Parce que vous n'en avez pas de preuves, ou bien? Ça n'a pas été documenté, non. C'est intéressant. Merci. Yes, one thing very interesting. So, in your case, it was like in the 6th cycle, right? In your case, donc dans votre cas, c'était au 6e cycle. Donc, on n'a pas eu une réaction locale. Ça a vraiment eu lieu lorsque les lymphocytes ont décidé d'attaquer un organe au bout du 6e ou 7e jour. C'est pour ça peut-être que c'est la peau d'abord. 6 ou 7 jours, c'est le chiffre classique pour les réponses immunitaires. Ce patient n'avait jamais eu de myélosuppression, mais dans ce cycle, elle a eu une myélosuppression extrêmement importante. Et puis, il y a autre chose qu'il faut mettre en avant avec les nouveaux anti-PDLA. On a beaucoup plus de complications dermatologiques. J'espère que ceci va continuer d'être traité, parce qu'on a besoin d'avoir des biopsies pour vraiment identifier ce qui se passe. Donc là, vous avez illustré des facteurs extrêmement intéressants qui nous laissent complètement dans l'interrogative. Je voudrais dire, pour ce qui est du Pematrex, on a eu une patiente avec un chiffre de moins de 55 cc. Et il nous faut être assez prudents, parce que bon nombre de patients n'ont pas de problème, alors que d'autres en ont. Donc, parfois, il faut modifier le dosage. Nous avons des épiphénomènes. Peut-être que ce n'est pas approprié logiquement de mentionner, de les nommer de la sorte. Mais dans un contexte, on voit certains patients qui développent des réactions inattendues.